c'est Poe et Freud du chat noir, donc le conte que l'on va élaborer ensemble, à jusqu'à un au-delà de la psychanalyse. Quand j'ai été invité à venir parler ici, parler de Poe, j'ai tout de suite pensé au Black Cat, le chat noir, parce que j'y voyais une exception. Pour moi, c'était le seul conte de Poe où le fantastique résiste à l'analyse. En principe, pour moi, le fantastique de Poe, je crois qu'il est toujours travaillé par la raison. Ici, j'avais l'impression d'un fantastique qui débordait. Avec ce chat démoniaque, divinité des enfers, et dont le cri final glace la moelle des os, je pouvais me présenter au salon des littératures maudites. Et puis, j'avais aussi en tête l'étonnant premier paragraphe du conte, où le narrateur nous dit en substance, on vous l'a dit aussi, tous les contes de Poe beaucoup de contes de Poe sont dits par un narrateur, qui n'est pas Poe, qui est manipulé par Poe, mais on ne connaît que le narrateur, c'est lui qui écrit. Donc ici, le narrateur dit en substance, je résume, je vais vous raconter une histoire incroyable, elle se déroule dans un cadre pourtant familier, et ça n'empêche que c'est une histoire de fou. Moi-même, je n'y comprends rien. Mais demain, je meurs, alors aujourd'hui, je vais juste vous raconter cette histoire telle qu'elle, pour me soulager. Peut-être qu'un jour, quelqu'un de plus logique que moi pourra la reconstruire. Peut-être qu'un jour, quelqu'un de plus logique que moi pourra la reconstruire. Voilà une claire invitation à désamorcer le fantastique, sinon l'horreur, par la découverte d'une raison. Il y a un appel au lecteur. Nous avons donc du travail. Et ce travail nous mènera jusqu'à Freud, mais peut-être pas celui auquel vous pensez. C'est un Freud tardif qui regarde au-delà de la psychanalyse. Au-delà de la psychanalyse, c'est une citation de Freud. Donc je vais vous demander un peu de courage, puisqu'on va élaborer un seul texte, que vous n'avez pas forcément en tête, mais j'essaie de le ramener au fur et à mesure. Commençons donc par suivre les événements tels qu'ils sont présentés par le narrateur. Attention, ce narrateur va occuper toute la scène. Je. Tout le texte va être commandé par ce je, jusqu'à la dernière ligne. Poe n'intervient pas. Mais son texte n'est pas une confession pure et simple, puisque ce même narrateur espère qu'un jour, quelqu'un pourra reconstruire son discours. Je vais donc labourer le texte en passant plusieurs fois à diverses profondeurs. Cela vous donnera aussi l'occasion d'entrer progressivement dans l'histoire. Je citerai le texte dans ma traduction, puisque j'ai traduit des contes d'Edgar Poe il y a déjà longtemps, et ça a été publié dans l'édition du livre de poche bilingue. Aujourd'hui épuisé. Ce qui apparaît à première lecture, ce sont d'incroyables discontinuités. J'ai une tendresse particulière pour les animaux. Premier paragraphe. Je me mariai tôt. Deuxième paragraphe. Mon épouse partageait ce goût et nous eûmes donc, citation, des oiseaux, des poissons rouges, un chien superbe, des lapins, un petit singe et un chat. Un chat noir, très remarquable. Pluton, c'était le nom du chat, était mon préféré. Là, je sens une première fissure. Pluton, c'était le nom du chat, comme si personne ne lui avait donné son nom, comme si son nom lui collait à l'être, comme s'il était né avec. Pluton, le souverain des enfers. Mais enfin, pour l'instant, rien de grave. Paragraphe 4. Notre amitié se prolongea ainsi pendant plusieurs années. Amitié entre le narrateur et le chat, évidemment. L'épouse, on n'en parle pratiquement pas, elle apparaît très indirectement. Et voici le premier saut narratif. J'appelle un saut narratif au moment où il se passe quelque chose, on n'est pas prévenu, on ne sait pas pourquoi ni comment. Premier saut narratif.
Au fil de ces quelques années, le caractère du narrateur s'altère sous l'action du démon de l'intempérance. Comprenons, le narrateur s'est mis à boire. Le jeune époux est devenu alcoolique, sans que de cet effet navrant soit donné la moindre cause. Le recours au démon, ou le démon de l'intempérance, tient lieu d'explication. Le narrateur en vient vite alors aux violences physiques. Violence et sur son épouse et sur les animaux. Survient alors une brusque accélération de l'action. Un soir, le narrateur rentre ivre à la maison. Le contact avec le chat se passe mal et l'ivrogne est pris d'une méchanceté furieuse. Citation. Je tirai de la poche de mon gilet un canif, l'ouvris, empoignai la pauvre bête à la gorge et, avec une froide détermination, j'excisai un de ses yeux de son orbite. Geste injustifié, auquel rien ne nous préparait, scène insupportable aussi, par sa cruauté sans filtre. Nous sommes même un peu sonnés par l'abrupte escalade dramatique. Et puis, scène troublante par son irréalisme, lorsqu'enfin, essayez d'attraper votre chat à la gorge d'une main et de lui arracher l'œil de l'autre main. Mais bon, les choses rentrent plus ou moins dans la normale. Il y a une bonne illustration de Ricardo, etc., dans l'exposition où on voit le chat, il est comme ça. On dirait comme il y a Iolema, mais un chat, ça reste pas comme ça. Ricardo. Oh. Mosler. Oui, Mosler, pardon. Voilà, il y a cette énucléation du chat, mais les choses rentrent plus ou moins dans la normale, à ceci près que le chat est maintenant borgne et qu'il fuit son maître. Ça, au moins, on comprend. Alors s'empare du narrateur, deuxième son narratif, ce qu'il appelle l'esprit de perverseness, the spirit of perverseness. Son narratif, puisqu'au démon de l'alcoolisme est substituée une seconde cause de violence, soudain sortie du chapeau, perverseness. Bon, j'ai déjà prononcé le nom 3 fois, je vais continuer à utiliser le terme anglais parce qu'il pose un problème de traduction. Ce n'est pas la perversité. Perversité en anglais c'est wickedness. Perverseness c'est beaucoup plus léger en un sens, beaucoup plus mécanique aussi. To be perverse, c'est être contrariant. Je vous en donne la bonne définition qui est offerte dans le texte de perverseness. C'était cette insondable soif qu'a l'âme de contrarier son propre mouvement, de faire violence à sa propre nature. Contradiction intime, contradiction fondamentale. Paul aura travaillé tout au long de sa carrière de conteur. Même le narrateur, d'ailleurs, ne l'appelle pas un démon, il l'appelle l'esprit de perverseness. C'est là où il est le plus proche de Paul. N'empêche que cet esprit remplace l'alcoolisme dans son discours et lui permet de déculpabiliser l'acte qui va suivre, ou au moins de lui donner un semblant de raison. Voici donc l'acte suivant, commis sous perverseness. Un matin, de sang-froid, je glissai un nœud coulant au cou de la bête et la pendis à la basse branche d'un arbre. La pendis, les larmes sur les joues et le plus amer remords au cœur. La pendis parce que je savais qu'elle m'avait aimé et parce que je sentais qu'elle ne m'avait donné aucune raison de lui en vouloir. Scène inoubliable, évidemment, scène sidérante, et dont le lecteur sort brutalement par un nouveau saut narratif. Troisième, la nuit suivante, un incendie.
Le narrateur et son épouse réussissent à s'échapper, la maison est la proie des flammes. Et le narrateur de préciser, comme en rappel de la première page, je n'aurai pas la faiblesse de chercher à établir un lien de cause à effet entre le désastre et l'atrocité, c'est-à-dire entre l'incendie et la pendaison du chat. Mais je détaille une chaîne de faits. À vous de comprendre, à vous de trouver comment ça marche. Nouvelle invitation, vous le sentez bien, à lire entre les lignes. Mais, n'allons pas trop vite, nous en sommes à notre première lecture. Le lendemain, prodige, de la maison, une cloison intérieure est restée debout. C'est la seule cloison, la maison s'est écroulée, il y a une cloison intérieure qui reste debout, et sur son plâtre frais apparaît, au regard des curieux, la silhouette en bas-relief d'un gigantesque chat, la corde autour du cou. Cette fois, nous voici plongés dans l'imaginaire, ou le fantastique. Fantastique expliqué quand le narrateur se lance dans une rationalisation extrêmement contournée, voire totalement invraisemblable, et donc je vous fais grâce. Il y a quand même une demi-page. C'est du fantastique mal expliqué, cette apparition d'un gigantesque chat plaqué sur le seul mur resté debout de la maison. Le narrateur, lui, va rester prisonnier de cette image du chat, ce qu'il appelle l'image, enfin ce que je traduis par l'image obsédante du chat, en anglais the phantasm of the cat, c'est-à-dire the phantasm, le fantasme du chat, c'est le sens 19e siècle du mot fantasme, c'est-à-dire image obsédante, hallucination. Et bientôt, il voit ce chat se réincarner en un second chat, identique au premier, exception faite d'une tache blanche qu'il a sur la poitrine. C'est le 4e et dernier saut narratif. Ce chat démon va nous mener jusqu'au dénouement. Et il sera dans la scène finale. Combien ? Vous l'avez vu aussi dans les illustrations. Le narrateur permet à ce clone, sorti de nulle part, de l'accompagner à la maison. Tiens, il a de nouveau une maison, parce que l'autre était en ruine. Et l'animal devient vite le favori de son épouse. À partir de là, crescendo infernal. La tendresse de l'animal à son égard, le narrateur la trouve irritante, et même répugnante. Et inversement, avec mon aversion pour ce chat, cependant, paraissait croître son amour pour moi. L'amour du chat pour lui croît pendant que lui... Donc, entre ce deuxième chat et le narrateur, on entre dans un engrenage des contraires qui ne va plus nous lâcher. Si le narrateur ne tue pas ce chat, c'est qu'il en est terrorisé. Terrorisé par l'assiduité ambiguë de l'animal et par le fait que la tache blanche prend de plus en plus la forme d'une potence. Comme si le chat annonçait sa pendaison à venir. Un jour, avant-dernier acte, alors que le narrateur descend à la cave accompagné de son épouse, le chat se met dans ses jambes. Rendu furieux, il lève sur l'animal la hache qu'il tenait à la main, et comme il l'écrit, le coup fut arrêté par la main de mon épouse. Retenez bien ça, le coup fut arrêté par la main de mon épouse. Alors, pris contre elle d'une rage démoniaque, il lui plonge la hache dans le cerveau. I buried the axe in her brain. Je lui plongeai la hache dans le cerveau. Aussitôt calmé, il envisage diverses façons de se débarrasser du corps et choisit l'emmurement. Il y a dans la cave une fausse cheminée, c'est la fondation de la cheminée qui traverse la maison. Et justement, le plâtre qui recouvre les briques est resté frais. Tiens, encore un endroit où le plâtre est frais. Donc pas de problème, sitôt dit, sitôt fait, le narrateur est parfaitement content de lui-même.
il porte autour de lui un regard de triomphe et se dit plutôt bizarrement, ici du moins, mon travail n'a pas été vain. Ici du moins, mon travail n'a pas été vain. Du moins, le lecteur est perplexe. Et puis, où est le chat? Le narrateur veut s'en débarrasser. L'animal reste introuvable. Il ne reparaît pas de la nuit. Quel soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, l'homme, qui vient quand même apparemment d'assassiner sa femme, dort paisiblement. Il y a tout un article qui explique que c'est tout à fait le psychopathe, qui n'a aucune émotion. 2-3 jours passent, les investigations des autorités ont été faciles à déjouer, le narrateur respire. 4e jour, nouvelle perquisition, très inattendue, commente le narrateur. C'est le dernier acte. Avec, et ça c'est important à comprendre, avec un vrai changement de régime narratif. Jusqu'ici, le seul témoin était l'épouse, maintenant assassinée. Mais désormais, il y a la police. Le narrateur nous avait bien dit qu'il s'en tiendrait, sans la comprendre, à la réalité des faits. Mais maintenant, il y est contraint. Il a des témoins. Et il nous dit en première page qu'il s'adresse au monde. Donc là, il ne peut plus mentir. On peut penser que le texte, je ne vous ai pas encore dit qu'il mentait, mais le texte là est forcément authentique. Et je suis aussi obligé d'être authentique avec vous. Je suis contraint d'avouer que je dois beaucoup à une collègue américaine, Susan Amber, qui a franchement lu The Black Cat comme un conte policier, avec le lecteur dans le rôle du détective. Sa conclusion est très nette, le lecteur nous ment. Je vais continuer à m'inspirer du travail de Susan Amber et je vais pousser le raisonnement plus loin, je veux dire jusqu'à Poe lui-même, jusqu'à l'écrivain. Et d'abord, maintenant que le narrateur est fiable, poussons jusqu'au protagoniste qu'il a été. Je fais la distinction entre le narrateur, au moment où il raconte son histoire, et quand il vivait cette histoire, il était le protagoniste. Donc maintenant qu'on peut se fier à lui, puisqu'il y a des témoins, on va voir la réaction du protagoniste dans cette dernière scène. Car avant de se narrer son histoire, il l'a vécu. Comment l'a-t-il vécu? Dans ce dernier acte, raconté fidèlement, nous pouvons le savoir. Donc, nouvelle perquisition. On descend bien sûr à la cave. Rien à signaler. Les agents de police sont prêts à remonter. Crime parfait. Et c'est alors que le protagoniste triomphant est submergé par la conscience de sa puissance. C'est ça qu'il faut comprendre, il faut aller jusqu'à là. Submergé par la conscience de sa puissance. Je cite, « La jubilation que j'avais au cœur était trop forte pour être réprimée. Je brûlais de prononcer ne serait-ce qu'un mot en guise de triomphe. » C'est le problème du crime parfait, il est tellement parfait que personne n'est au courant et c'est affreux. L'homme se lance donc dans l'éloge de la qualité des murs, puis comme il tient une canne à la main, il en donne de grands coups dans le briquetage et achevé 3 jours plus tôt. Que la canne soit ici un instrument phallique, cela est rendu évident par le tour que prend la phrase. Je cite, « Dans la pure ivresse de la bravade, je donnais d'une canne que je tenais à la main des coups lourds sur cette partie précise du briquetage derrière laquelle se tenait le cadavre de l'épouse de mon cœur. » Le diagnostic ici est clair. Le narrateur sait qu'il assiste au triomphe d'un impuissant. Triomphe éphémère, bientôt suivi de la défaite définitive. Triomphe suicidaire, en fait, mais qui place le protagoniste au cœur d'un drame de la puissance et de l'impuissance. Dans cette scène décisive, il ruine l'instant de son triomphe
en voulant le porter à un excès de jouissance. La chute est spectaculaire. Au coup de canne répond une voix de dedans la tombe. A voice from within the tomb. C'est la voix du chat, mi d'horreur, mi de triomphe. Première culmination du conte. Pour le protagoniste, la voix est délatrice. Il défaille. La police abat le mur de briques. Apparaît le corps, en état de décomposition avancée, et assis sur sa tête, le chat. Gueule rouge, grande ouverte, et œil unique en feu. Je reviendrai sur ces deux manifestations, où je vois deux emblèmes de l'art de Poe. Le narrateur, lui, conclut par une explication qui semble superflue. J'avais muré le monstre dans la tombe. Fin de notre première lecture. C'était la lecture de surface. Oh. Parce qu'en fait, cette lecture, elle repart en boomerang tout de suite. Tout au moins quand on a lu Susan Hamper. J'avais lu Le Chat Noir avant sans réfléchir à ça. Et le narrateur vient de nous dire que le cadavre était apparu aux yeux des spectateurs, donc il appelle ça les spectateurs, donc des témoins, en état de décomposition avancée. Or, selon lui, cette ultime perquisition avait eu lieu le 3e jour après l'assassinat. La contradiction est flagrante. Et c'est sur elle que pivote la lecture de Susan Hamper. Il faut bien que le meurtre ait eu lieu beaucoup plus tôt. Le narrateur a donc truqué les faits. Et la raison saute aux yeux. S'il reconnaît volontiers le meurtre, et même l'horreur du meurtre, il n'en reconnaît pas la responsabilité. Il dit avoir agi sous l'emprise de forces démoniaques, celle de l'alcool, celle du chat infernal, plus celle de l'esprit de perverseness qui est un statut à part. Il adapte donc son scénario. Mais inversement, nous le comprenons maintenant, ce rôle passif qu'il se donne blesse son orgueil d'impuissant. De même que comme protagoniste, il n'a pas résisté à la jouissance de frôler les aveux par ses coups de canne. De même, comme narrateur, il n'a pas résisté à la tentation de semer les indices de sa propre responsabilité. Ce meurtre, en fait, est le seul gage de sa puissance. Il en revendique donc secrètement, inconsciemment peut-être, sous un peu dit subconsciously, subconsciemment. Il en revendique donc secrètement, subconsciemment, la conscience, et pris dans cette double contrainte de dire sans dire, il parle contre lui-même. D'où toutes ces notations qui paraissent bizarres à première lecture. Et c'est pour ça que Le Chat Noir, pour moi, avait toujours été un conte un peu bizarre, que je ne maîtrisais pas finalement. Et je me rappelle que dans la thèse, qui est donc le premier livre qui est encore en vente, Poe dans le champ du vertige, je saute Le Chat Noir. Il y a même un blanc. Parce que c'est un conte qui me gênait. Et maintenant, je sais pourquoi. Toutes ces notations qui semblent bizarres à première lecture. D'où aussi son appel au lecteur, dès le premier paragraphe, vous vous rappelez, le narrateur ment pour masquer sa responsabilité, mais il peut être démasqué. Donc il en appelle au lecteur comme détective. Il faudrait ici faire le récapitulatif des faits tels qu'ils paraissent maintenant s'être déroulés. Je m'en tiendrai à quelques points saillants sans les justifier, parce que là, il faudrait être avec les étudiants, finailler le texte, parfois c'est un seul mot, voir où sont toutes
les signes, les indices. Je vous donne ce qui s'est probablement passé réellement. Premièrement, quand le narrateur dit qu'il a pendu Pluton, le chat noir, c'est en fait son épouse qu'il a pendu. Ou peut-être qu'il a étranglé avec une corde. L'image en bas-relief sur la cloison de la maison, il nous dit que c'est celle d'un chat gigantesque. C'est celle d'un chat gigantesque parce que ce n'est pas celle d'un chat. C'est l'image qui a été formée par le corps de son épouse, qu'il avait noyée dans le plâtre, et que le feu, en travaillant le plâtre, a rendu visible, ce qui explique la taille. Quant à cet incendie, l'homme peut satisfaire, j'appelle ça l'emplâtrement, c'était un mauvais emmurement. Cet emplâtrement dans lequel la femme avec la corde autour du cou est encore visible. Cet incendie quant à cet incendie, l'homme peu satisfait de cet emplâtrement peut l'avoir allumé lui-même pour ensevelir toute trace du meurtre. Et puis plus profondément, pourquoi est-ce qu'il l'a mal emmuré finalement, ce faux emmurement-là? Et pourquoi cet incendie qui à la fois peut-être détruit, mais commence par montrer, parce que c'est quand même une lumière aussi le feu. Donc est-ce que ce ne sont pas aussi des actes manqués, où le narrateur a envie de révéler autant que de cacher le meurtre de son épouse? C'est là ce que l'homme souhaitait inconsciemment. Nous le connaissons bien maintenant grâce à la dernière scène, ce psychisme divisé contre lui-même. Enfin, le chat, bien sûr, bien que borgne, il est toujours vivant, c'est l'épouse qui a été pendue. Donc le chat est toujours vivant, il n'a pas besoin de se réincarner. C'est lui, ce chat bien vivant, qui, dans cette longue et prodigieuse séquence, joue le rôle de l'épouse en recherche d'intimité physique avec son époux. Peut-être certains d'entre vous s'amuseront-ils à lire ou à relire Le Chat Noir ou peut-être The Black Cat pour y découvrir cet autre Edgar Poe, intelligence lucide qui exploite fantasmes et genres populaires pour construire une structure psychique qu'il nous faut essayer maintenant de continuer à explorer. Tendresse pour les animaux domestiques, from my infancy, c'est-à-dire depuis l'âge de 1 ou 2 ans, avant l'accession à la parole, c'est ce que veut dire infancy en anglais, ce qui ouvre le champ de la psychanalyse. Puis mariage précoce, et le narrateur commence à occulter la relation conjugale, je commence à être fatigué là. On prend une seconde si vous voulez. J'essaye là de reconstruire la psychologie du narrateur. Mariage précoce, et le narrateur commence à occulter la relation conjugale derrière la relation au chat. Ça c'est très très net tout le long. Puis alcoolisme, qui ne peut être dû qu'à l'échec du couple. D'ailleurs, l'homme devient un mari violent. Il le dit, sans précision, mais il parle de violence physique. Il met en scène, avec éclat par contre, l'énucléation du chat. Il s'y propulse dans une dramaturgie de toute puissance. J'empoignais la pauvre bête à la gorge. Il domine le chat comme un tyran de mélodrame. Puis il étrangle son épouse. Et la conclusion logique s'impose. Ce rêve de toute puissance, aux effets violents, compense une faiblesse inavouable, une impuissance affective et sans doute sexuelle. Après le meurtre de l'épouse, dont il faut croire que l'homme n'a pas ou peu soupçonné. Après le meurtre de l'épouse, dont il faut croire que l'homme n'est pas ou est très peu soupçonné, là il y a une sorte de vide dans le texte,
le chat, privé de sa maîtresse, est pris pour son maître d'une tendresse nouvelle. Il se trouve ainsi relayé l'épouse aimante, et l'homme commence à le haïr, mais sans comprendre. Citation. C'était exactement le contraire de ce à quoi je m'attendais. Mais sans que je sache ni comment ni pourquoi, son évidente tendresse à mon égard était plutôt écœurante et irritante. Le drame du couple va maintenant pouvoir se rejouer a posteriori et sans tabou, puisqu'apparemment c'est entre un homme et un chat. Avec mon aversion pour ce chat, cependant, paraissait croître son amour pour moi. La logique des contraires s'installe encore ici. Et le chat de bondir sur ses genoux, le couvrant de ses caresses répugnantes, et de se mettre dans ses jambes, et de se hisser jusqu'à sa poitrine. L'homme est maintenant saisi par l'épouvante qu'il commente. Cette épouvante n'était pas exactement liée à une menace physique, et pourtant je serais bien en peine de la définir autrement. À nous, lecteurs, de comprendre, c'est bien de fait une violence physique que rejoue le chat, la violence physique du désir sexuel. La suprême image est celle de l'incube nocturne qui fait de l'homme une figure féminine accablée par le petit gnome que l'on appelle cauchemar. Citation. Je sortais en sursaut de rêves pétris d'indicibles frayeurs pour découvrir le souffle chaud de la chose sur mon visage et son poids immense, cauchemar incarné que je n'avais point le pouvoir de renverser, éternellement posé sur mon cœur. Ainsi, le coup de hache aura été la répétition sur le chat, et pour la même raison, de l'étranglement de l'épouse. Il y a quelque chose de logique à ce que le coup tombe à nouveau sur elle, ou plutôt alors sur le cadavre que l'homme transporte dans une nouvelle cave. Vous vous rappelez qu'on a cru qu'il lui plongeait la hache dans le cerveau, mais c'est quelques mois plus tard, quand le cadavre est déjà relativement décomposé. Il a acquis une nouvelle maison et il est en train de descendre le cadavre à la cave, dans la nouvelle cave. Il va y procéder à un vrai emmurement. Et c'est pour ça qu'il pourra dire, ici, du moins, mon travail n'a pas été vain. Contrairement à le mauvais emmurement, l'emplâtrement dans la cloison la première fois. Mais de même que le narrateur révèle par cette phrase et par d'autres qu'il a tué son épouse bien plus tôt et en pleine conscience, de même ce nouveau et beau travail de maçon va être rendu vain par ses coups de canne. Narrateur et protagoniste sont le même homme, pris dans les engrenages de la puissance et de l'impuissance, jusqu'à la contradiction de soi, perverseness. Nous voici au milieu de notre enquête. C'est pas trop long. C'est-à-dire, en principe, c'est 1 heure. Donc on a à peu près fini de lire le conte, et je vais arriver bientôt à Marie Bonaparte et à Freud. Il est temps de nous demander si derrière ce personnage se profile l'homme, Edgar Poe, ou à l'américaine, Edgar Allan Poe. Pas l'écrivain tout de suite, juste l'homme, si c'est possible. Ce n'est pas la pente naturelle de ma recherche. Contrairement à ce qu'on a dit, je n'ai pas travaillé la biographie. Mais si je veux arriver jusqu'à Freud, je vais devoir passer par Marie Bonaparte
et donc par la case psy. S'il y a une thèse que je partage avec Marie Bonaparte, c'est celle de l'impuissance de Poe. Je dirais impuissance affective, pour rester vague, car bien sûr nous n'avons aucun témoignage direct, seulement des indices fournis par les documents biographiques, par les thèmes de l'œuvre aussi. Mais à partir de quand un thème est-elle une confession? Ce qui paraît évident, c'est que cette difficulté chez Poe à atteindre l'amour adulte prenait sa source dans sa petite enfance. Infancy, toujours. Le petit Edgar n'a pas 3 ans, c'est très connu. Quand il voit dépérir, puis mourir de tuberculose, sa mère, déjà seule, mais jeune encore, et comédienne à succès. C'est l'héroïne tragique. Elle devait être géante à ses yeux de moins de 3 ans. Ces avatars, les avatars de cette mère mourante, géante, comédienne, belle, ces avatars font de dramatiques apparitions dans les contes dits conjugaux. Il y a une série de contes qu'on appelle les contes conjugaux, mais bien avant de Black Cat. Dans ces contes, cet avatar de la mère morte, dirons-nous, ou mourante, se substitue au fiancé ou à l'épouse, fermant l'accès du narrateur protagoniste à l'amour. Et à la fin du Chat Noir, nous allons la retrouver, la géante mythique, la mère morte. Mais dans ce conte, au cadre domestique, c'est l'ensemble de la situation qui est exceptionnellement proche, à certains égards, de celle d'Edgar Poe. Après tout, Poe était marié, sans enfant, le ménage avait un chat, et avait eu un chat noir dans le passé, un chat noir dont l'intelligence avait déjà inspiré à Poe un article à l'époque. Et puis on sait que Poe maîtrisait mal son rapport à l'alcool. Enfin, si vous allez à Philadelphie et que vous visitez la maison où la famille Poe visitait alors, où la famille Poe vivait alors, vous serez invité à descendre à la cave. Et là, en vous retournant, vous descendez l'escalier, en vous retournant, vous la verrez, fidèle à la description du conte, la fausse cheminée qui sert de niche à la fulgurante apparition finale. J'en ai eu la chair de poule, puis de retour à l'accueil, j'ai acheté la carte postale. Bon, on imagine Poe écrivant de Black Cat avec cette cheminée de fait à la cave. Et sa épouse qui, je ne sais pas s'ils faisaient chambre à part ou pas, mais dans le texte c'est toujours my bed, my room, my, etc. Le narrateur a l'air de faire chambre à part. On comprend que Poe doit se distancier de son personnage par tous les moyens possibles. Par l'introduction du mensonge, qui permet de virer dans le fantastique, par la pure et très consciente exagération dramatique. Après tout, Poe n'a jamais été soupçonné de violence conjugale. Enfin et surtout, par le travail de structuration littéraire. Par cette coïncidence des contraires qui mobilise et fascine l'intelligence du lecteur. Chacun de nous peut y reconnaître son impuissance toute humaine entre vie et mort. Cette coïncidence du contraire, c'est un peu ma clé pour Poe et pour toute la littérature. Et je pense que c'est là que l'impuissance sexuelle éventuellement de Poe, en tout cas de son narrateur, prend la valeur universelle de l'impuissance que nous sommes tous à nous situer entre vie et mort. C'est précisément cette conversion d'une impuissance névrotique individuelle en notre impuissance à tous et à chacun qui constitue le génie d'Edgar Poe. Chose que Marie Bonaparte ne voit pas, alors même qu'elle fait du Chat Noir un conte majeur. Alors Marie Bonaparte, il faut en dire un mot. Princesse Bonaparte par son père,
immensément riche par sa mère, princesse de Grèce par son mariage, admiratrice de Freud, elle le convainc de la prendre en analyse en 1928. Elle devient son disciple, puis elle fonde la Société psychanalytique de Paris. En 1933, elle publie Edgar Poe, Études psychanalytiques. C'est un pavé de 900 pages, toujours réédité, un monument dans son genre. Mais je n'ai pas pu me retrancher derrière la lecture qui y est proposée, tout simplement parce qu'elle présente, me semble-t-il, des défauts majeurs. D'abord, Marie Bonaparte pratique la psychanalyse appliquée, c'est-à-dire qu'elle part d'un corps de doctrine, la théorie psychanalytique classique, et qu'elle l'applique telle qu'elle au texte de Poe. Nos réactions et interrogations des lecteurs passent au bulldozer d'un appareil conceptuel dans lequel Marie Bonaparte voit une science constituée, une science pure et dure. C'est tout le travail de l'écrivain qui est ainsi nié. Bonaparte confond sans état d'âme Edgar Poe avec son narrateur. Elle l'appelle d'ailleurs le plus souvent le pauvre Eddie, le pauvre petit Eddie, le petit Edgar. Le pauvre Eddie, le pauvre Edgar, il est couché, même pas sur un divan, mais il est couché sur le papier, puis il est analysé. Et puis, deuxième reproche, Marie Bonaparte a un esprit non seulement rationaliste, je n'ai rien contre la raison, mais positiviste. Elle ne sent pas les vertiges de la raison. Et bien sûr, elle est incapable d'accueillir la coïncidence des contraires. Ainsi, du concept de perverseness, Poe, par son narrateur, écrit « C'était cette insondable soif qu'a l'âme de faire violence à sa propre nature. » Je conçois que l'on résiste, que le concept paraisse impensable, ou tout simplement faux, mais qu'on lui garde son irréductibilité. Marie Bonaparte, elle, ne peut pas citer la phrase, dans la traduction de Baudelaire, sans en désamorcer la violence contradictorielle. Elle cite « C'est ce désir ardent, insondable de l'âme, de violenter sa propre nature », puis elle ouvre une parenthèse, sous-entendu sa nature morale par sa nature instinctive. Vous voyez comment Marie Bonaparte est amenée à distinguer dans l'âme deux niveaux, moral et instinctif, pour éviter le choc frontal. Maintenant, la violence est possible entre l'instinct et la morale, ben oui, tout le monde comprend. Et là, c'est simple. C'est pas ce que dit Poe. Poe parle de violence faite à sa propre nature. C'est-à-dire, comme ça. Cela lui permet, à Marie Bonaparte, de faire entrer la phrase dans ses schémas, mais ce n'est plus la phrase de Poe. Marie Bonaparte connaît très bien le texte de Poe, elle se réfère parfois au texte anglais, elle veut donc nous aider à le travailler, mais elle ne le respecte pas. Sa relation à Freud a dû être compliquée. Elle dit dans une note, à l'occasion du Chat Noir, dont elle discutait avec lui, qu'elle l'a conduit à parfaire sa lecture du mythe d'Oedipe. Non, on la voit, hein. C'est touchant d'imaginer Marie Bonaparte s'entretenant du Chat Noir avec Freud. Mais la bibliothèque de Freud, à Londres, où elle l'a suivi à Londres, cette bibliothèque ne contient pas d'œuvres de Poe. En fait, je n'ai pas connaissance de texte où Freud s'exprime sur Poe, qu'il devait peu connaître. Par contre, il connaît bien son ami et élève Marie Bonaparte. Et il a accepté d'introduire par un court avant-propos son étude sur Edgar Poe. C'est un petit texte consensuel, mais en son milieu, Freud a glissé une réserve qui dit bien la limite du genre et peut-être la limite de Marie Bonaparte. C'est Freud qui parle, qui écrit. De telles recherches ne prétendent pas expliquer le génie des créateurs. Tout est dit.
dernière partie, moi je vais prétendre expliquer le génie des créateurs. Il nous reste donc à cerner le génie de Poe. Et si Freud est de la partie, ce sera tant mieux. Retour pour cela au premier paragraphe du conte. Vous n'êtes pas trop épuisé? Bon. Dernier labour. Mais on va vite arriver avec Freud là. Et c'est incroyable cette chose-là. Peut-être certains la connaissent déjà. Donc on revient au premier paragraphe du conte. Je vous en lis l'essentiel. Je fais la citation avec quelques coupes. Pour le récit, on ne peut plus extravagant et on ne peut plus familial pourtant que je m'apprête à mettre en mots, je n'attends ni ne sollicite créance. Mais demain je meurs, et aujourd'hui je voudrais me soulager l'âme. Mon dessein immédiat est de placer devant le monde, sans détour, une simple suite d'événements domestiques. Je ne tenterai pas de les interpréter. Plus tard, qui sait, peut-être se trouvera-t-il quelque intelligence plus sereine, plus logique et beaucoup moins impressionnable que la mienne pour ne distinguer dans ces événements que je détaille avec effroi qu'une toute ordinaire et très naturelle succession de causes et d'effets. Comme tout le texte, ce premier paragraphe est écrit par le narrateur de sa propre histoire, et nous savons maintenant qu'il ment. Il veut truquer les événements pour noyer sa responsabilité. Mais nous avons compris que divisé contre lui-même, il rêve d'être démasqué pour revêtir tout l'éclat de sa puissance meurtrière en l'occurrence. D'où l'appel à l'intelligence du lecteur, appel qui a mis 150 ans à être entendu, comme le note dans son fierté Susan Hampa, et qui fait du Chat Noir, selon elle, le meilleur récit policier d'Edgar Poe. Je nuancerai, mais l'important est dans l'appel à l'intelligence détectrice du lecteur. Quant à Poe, l'écrivain, l'artiste, il a créé ce narrateur, poussé à dire sans dire, poussé à faire une confession à double fond, consciente et plus ou moins inconsciente. Il lance donc d'entrée de jeu un défi au lecteur, l'invitant à exhumer le texte sous le texte. C'est qu'il a besoin lui aussi de la collaboration du lecteur, Edgar Poe, pour son propre triomphe littéraire. Et aujourd'hui, il est bien difficile de ne pas voir dans l'appel à une intelligence plus sereine, plus logique que celle du narrateur, aussi logique et subtile que celle de Poe soi-même peut-être, une perche lancée au fondateur de la psychanalyse. Marie Bonaparte ne s'y trompe pas. Elle réagit au quart de tour. Ou plutôt si elle s'y trompe, mais à moitié seulement. Elle commente: on dirait qu'Edgar Poe a pressenti ici l'avènement lointain de la psychanalyse, laquelle seule nous a mis enfin en mesure de réduire à une succession de causes et d'effets, issus justement de causes domestiques, les terribles fantasmes hantant son âme et son art. Ce qui m'étonne, c'est que Marie Bonaparte n'ait pas été plus précise. Poe fait appel ou lance un défi à une intelligence future. Il ne pressent pas l'avènement de la psychanalyse, il pressent la venue de Sigmund Freud. Cela est si vrai. Et tant pis ou tant mieux s'il faut y voir de la télépathie.
Cela est si vrai que Poe a lancé son récit sous les auspices du sauvage, que je traduis ici extravagant, wild dans l'original, et du familier, du domestique, dans l'original homely. Promesse d'un récit à la fois wild et homely, soit en allemand et en écho, wild et heimlich. Wild, homely, wild, heimlich. Marie Bonaparte peut-elle ne pas penser à l'essai de Freud intitulé Das Unheimliche, alors qu'elle-même l'a traduit sous le titre L'inquiétante étrangeté, précisément l'année où elle publiait son étude sur Edgar Poe. À nous d'ouvrir ce dossier. Ce qui a fasciné Freud et l'a lancé dans cette étude, c'est le fait que le mot heimlich, homely, donc domestique, est dérivé du sens de familier, domestique et donc rassurant à celui de secret clandestin, et de là à inquiétant, qui se dit par ailleurs unheimlich. Autrement dit, heimlich a dérivé jusqu'à son contraire, révélant que la conscience humaine est à double fond. Freud ouvre son étude sur des relevés lexicaux, dont celui-ci. Heimlich, adjectif, sens vieilli, faisant partie de la maison, de la famille. On reconnaît bien le homely de Poe. Petit b, en parlant d'animaux apprivoisés, qui s'attachent intimement à l'homme. Antonyme, sauvage. Dans l'original, wild. On reconnaît le wild de Poe. On est exactement sur les deux mêmes mots au début de L'inquiétante étrangeté de Freud et du Black Cab de Poe. Voici donc, dans les premières pages de l'étude de Freud, le couple antinomique heimlich, wild, soit en anglais homely, wild, dont Poe caractérise son récit dès la première ligne du conte. The most wild, yet most homely narrative. Le récit le plus sauvage, le plus extravagant et pourtant le plus domestique, le plus familier. Trouver le sauvage sous le domestique, Poe et Freud, même combat. Et ce n'est pas tout. Poe appelle de ses voeux une intelligence beaucoup moins impressionnable que la mienne. Et Freud semble lui répondre dès sa 3e page, quand il prévient qu'il n'est lui-même guère sujet à cette inquiétante étrangeté. Il écrit, je cite, il y a longtemps que l'auteur de cette étude n'a rien vécu ni rencontré qui eût suscité en lui une impression d'inquiétante étrangeté. Il faut qu'il se mette préalablement en condition. Et pour se mettre en condition, Freud se plonge dans la littérature. En l'occurrence, dans Le Marchand de sable d'Hoffmann. Et il se laisse entraîner, l'intelligence aux aguets, vers ce sentiment, ce qui lui permet de creuser, chemin faisant, la question qui l'occupe alors, la question du refoulement. C'est parce que l'intime a un sous-sol mal éclairé, où le sujet relègue ce qu'il ne veut pas voir au rez-de-chaussée, que de familier et rassurant, heimlich, l'intime peut devenir secret, puis finir par donner le frisson, bref, être synonyme de son contraire, unheimlich, inquiétant, sinistre. Mais Freud ne se soucie pas ici de l'expérience infantile ni des possibles troubles psychiques d'Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann. Il est attentif au texte et à ses effets, Wirkungen, ses effets sur sa sensibilité de lecteur. Wirkungen, c'est-à-dire le travail du texte sur le lecteur.
Ainsi, cette étude qui semble si bien répondre à l'appel de Poe, ce n'est pas une étude psychanalytique, mais un petit essai de critique littéraire. Freud dit un essai d'esthétique, en précisant qu'il faut bien voir dans l'esthétique l'étude de ce que l'homme ressent au contact d'une œuvre d'art. D'ailleurs, dans une remarquable coda, Freud insiste sur la différence de nature qui sépare les expériences de la vie réelle des expériences littéraires. Il montre en particulier qu'en littérature, un même motif peut avoir des effets différents selon le point de vue choisi, selon le genre. Freud savait aller au-delà de la psychanalyse. L'essai sur l'inquiétante étrangeté date de 1919. La Première Guerre mondiale avait bouleversé les consciences. L'année suivante, Freud publie Au-delà du principe de plaisir, titre qui pointe vers la pulsion de mort qui est nouvelle dans sa pensée. J'ai essayé de lire ce livre, il est d'une lecture ardue. Mais Freud y revient 5 ans plus tard dans une présentation de sa vie de chercheur qui, elle, est beaucoup plus abordable. Ça, c'est quelque chose que, pour ceux qui ne connaîtraient pas Freud, il faut commencer par lire ça. Présentation de sa vie de chercheur. En anglais, en allemand, c'est Selbstdarstellung. Il y a eu différentes traductions, dont celle de Marie Bonaparte. Freud confie, donc en 24, quelque chose comme ça. Dans les travaux de mes dernières années, c'est-à-dire à partir de l'inquiétante étrangeté, au-delà du principe de plaisir, dans les travaux de mes dernières années, j'ai laissé libre cours à une tendance longtemps réfrénée à la spéculation. Et le voilà qui met dans le même camp toutes les fonctions libidinales dont il avait organisé le duel jusque-là, le même camp, c'est-à-dire celui de l'éros, et qu'il place en face de l'éros la pulsion de mort ou de destruction. Il conçoit ce nouveau dualisme sur un plan extrêmement général, comme une sorte d'élasticité du vivant. Et il a cette phrase qui m'a sauté à la figure quand je l'ai lue pour la première fois. Elle ne m'a pas frappé comme une nouveauté, mais comme une nouvelle version d'une vieille vérité dont j'ai fait parfois l'expérience profonde, fugace, vieille vérité qui m'inspire toujours. Je dirais même que c'est cette vérité qui m'a fait choisir de passer ma vie de chercheur à faire briller l'œuvre d'Edgar Poe. Freud écrit « C'est le travail convergent et antagoniste de l'éros et de la pulsion de mort qui produit pour nous l'image de la vie. Le travail convergent et antagoniste. Dans l'original, zusammen und gegeneinander wirken. Wirken, le travail, zusammen, ensemble, und et gegeneinander, l'un contre l'autre. C'est ensemble et l'un contre l'autre. Et c'est ce travail qui produit l'image, Bild, de la vie. Dans la première version française de cet opuscule, celle de Marie Bonaparte, la revoilà, on peut lire, traduction de ce que je viens traduction de Marie Bonaparte, du travail de concert ou en opposition de l'éros et de l'esprit de mort résulte l'image de la vie. De concert ou en opposition. Pourquoi ou? L'original dit bien und. Et und signifie bien et en français. Mais on ne traduit jamais que ce l'on peut concevoir. Et Marie Bonaparte, nous l'avons déjà vu, se montre incapable de concevoir le choc frontal et complice des contraires. Elle ne peut pas écrire de concert et en opposition. Sauf erreur de ma part, il a fallu attendre 1984 pour que ce und
soit traduit par « et » en français. Chez Freud lui-même, d'ailleurs, cette phrase reste la fulgurance d'un instant. Mais en pleine conscience, puisqu'il écrit bien que ce travail paradoxal produit pour nous l'image de la vie. Das Bild des Lebens. Bild, l'image. Puis ajouter image de la vie, mort comprise, image du mystère de la vie. En tout cas, Freud l'a bien vu, cette lutte complice des contraires produit une image. Autant dire qu'elle ressortit à l'esthétique et pour nous à la critique littéraire. Elle me paraît extrêmement féconde, provocante. Freud, lui, semble un peu pris au dépourvu par l'éclosion de sa formule. Il ajoute, je cite, « La question de savoir si cette construction s'avérera utilisable est laissée ouverte. Elle va bien au-delà de la psychanalyse. » C'est Freud qui parle. Instant de grâce. Freud ne va pas s'y maintenir. Tentant de pousser sa réflexion sur la création littéraire et artistique en général, il pense n'avoir rien à dire de sa spécificité, le travail de l'artiste, la beauté formelle. Il ne voit pas que cette beauté formelle, que ce travail de l'artiste sont tous deux contenus dans sa formule, dans sa fulgurante formule. En écrivant convergent et antagoniste, Freud a un instant rejoint la longue tradition de l'impossible et nécessaire coïncidence des contraires qui, visée par l'artiste, lui permet de bander son arche au-dessus de la simple prose. Il ne nous reste plus qu'à percevoir la signature de l'écrivain en fin de texte, évidemment, dans le cri du chat et dans l'apparition encadrée par la fausse cheminée. Nous allons repartir de la dernière ligne du conte et remonter. L'exclamation finale du narrateur « J'avais muré le monstre dedans la tombe » paraît un peu superflu, on l'avait compris. Mais le vocable monstre, c'est là aussi il faut aller sous le texte, le vocable monstre interpelle. Pour le narrateur, le monstre, c'est l'ennemi mortel qui l'envoie à la potence. C'est le chat qui révèle la cachette. Mais au sens strict, le monstre, c'est l'être que l'on montre dans les foires, parce que son aspect blesse et attire le regard. C'est l'être que l'on montre en tant qu'il devrait rester caché. Ici, c'est le chat, sans doute, mais sous la plume de l'artiste, c'est cette apparition fabuleuse constituée du cadavre en état de décomposition et du chat horriblement vivant qui le couronne. Cette figure monstrueuse invite à la monstration. Encadrée par la fausse cheminée, elle est comme une statue dans sa niche, une statue vivante. Elle est blason. Cadavre de la femme surmonté d'une boule de vie fulminante, le chat. Les deux forment une seule figure dans son cadre. Relisons, je cite. Faisant corps, le mur tomba d'un bloc. Le cadavre, déjà largement décomposé et maculé de sang séché, se tenait là, rigide, sous les yeux des spectateurs. Sur sa tête, la gueule rouge, grande ouverte, et l'œil unique en feu, était assise la bête abominable. C'est une statue de chair, mi-nécrosée, mi-révoltée. Mort portant la vie. Enfin, là, c'est moi, la citation s'est arrêtée là. Mort portant la vie, et vie hurlant à la mort. Soudure vibrante d'Eros et de Thanatos. Voilà pourquoi, sur le mode outrancier et grotesque, voilà donc, sur un mode outrancier et grotesque, un emblème de l'art, un emblème du grand art, en son cœur secret.
Remontons enfin jusqu'à la manifestation auditive de cet emblème, le cri du chat. C'est d'abord un vagissement discontinu, comme des sanglots d'enfant. Quelle invitation à entendre ici la voix la plus secrète de Paul. Puis le cri s'enfle, mi-hurlement, mi-gémissement, une stridence, mi-d'horreur, mi-de triomphe. Un cri dans lequel s'entend et la torture des damnés et l'exultation des démons qui les damnent. Poe s'était voulu poète, mais il manquait de souffle. Il s'est donc tourné vers le conte, le court récit en prose, forme dans laquelle il pouvait à la fois exploiter directement ses fantasmes et revisiter les traditions populaires, mais toujours pour élaborer et faire travailler une configuration imaginaire qui est au cœur du poétique et finalement au cœur de la littérature. C'est une configuration double, faite d'antagonismes solidaires. Elle est au-delà de la thérapie, comme le glissement de Freud au-delà du principe de plaisir le montre, et en deçà du salut mystique, comme on pourrait le voir par exemple chez Pascal. L'art fait face à la mort inévitable et l'enrôle comme contre-force pour atteindre en ses sommets à sa vibrante mise en coïncidence avec la vie. Je vous lis le passage, ou plutôt la phrase, car il n'y a qu'une seule phrase, in extenso, pour le cri du chat. À peine la réverbération de mes coups eut-elle sombré dans le silence que me répondit une voix de dedans la tombe. Un vagissement sourd d'abord, entrecoupé, comme des sanglots d'enfant. Et puis rapidement cela s'enfla en un long cri perçant, puissant, et continue. Quelque chose de tout à fait aberrant et inhumain. Un hurlement, une stridence éplorée, éperdue, mi-d'horreur, mi-de triomphe, comme seul des gorges de l'enfer elle eût pu monter, lancée conjointement par les damnés sous la torture, et les démons qui exultent au spectacle de la damnation. Extraordinaire dramatisation d'un cri de chat et cri double de l'artiste qui fait penser aux paroles du poète. Je suis la plaie et le couteau, je suis le soufflet et la joue, je suis les membres et la roue, et la victime et le bourreau.